Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta, bienvenue à nos abonnés. Avant de commencer, je voulais vous remercier, vous féliciter d'être aussi nombreux à nous avoir rejoints. On a engrangé plus de 10 000 abonnés en 2 semaines. C'est un véritable succès avec 2 grands entretiens qui ont débuté avec Michel Onfray et ensuite Mathieu Bock-Côté. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Éric Nolot. Alors Éric Nolot, je me suis livré à un petit exercice. Plutôt que vous présenter, faire votre biographie, etc., j'ai tapé votre nom sur Google. Et voilà ce qui est apparu en premier. Je ne dis pas que c'est tout, mais il y a marqué essayiste, éditeur, traducteur, critique littéraire, chroniqueur sportif, animateur de radio et de télévision français. C'est tout ça, Éric Nolot, ou il y a encore d'autres choses? Non, c'est tout ça, mais pas en même temps. ça a parfois été successif, mais moi j'ai l'habitude de tout ramasser sous une seule et même étiquette, lecteur. Il me semble que ce que j'ai fait le plus dans ma vie, avec le plus de plaisir sans doute, c'est lecteur. Et tous les métiers que vous avez cités sont peu ou prou liés à la lecture, mais en effet j'ai décliné ce métier, qui n'en est pas un d'ailleurs, de lecteur, à travers diverses activités. Sinon tout est vrai, oui. Alors lecteur, ça vous remet à votre formation littéraire, et dans cette formation littéraire, j'ai vu que vous avez développé, vous avez au départ fait une thèse sur la poétique des ruines. Oui. Pourquoi les ruines? Alors moi, ça m'a interpellé parce que j'ai découvert dans ma carrière beaucoup de conflits, et en effet, la ruine est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je voulais savoir qu'est-ce que c'est que la poétique des ruines? La poétique des ruines, ça peut recouvrir pas mal de choses. En effet, il y a les ruines liées à la guerre, c'est un des thèmes, une des présentations malheureusement de plus en plus d'actualité, mais qu'il a été au fil du temps. Pendant longtemps, d'un point de vue littéraire, c'était plutôt un thème romantique. Les gens allaient se recueillir sur les ruines, visiter des ruines, et c'était l'occasion de pensées plus ou moins profondes. Moi, c'est dans un sens un peu différent, c'est sur ce qui reste, les traces. Voilà. D'accord. En plus, j'ai un peu compliqué la chose en m'attachant à des auteurs peu connus. Voilà. Donc, ils sont eux aussi dans une forme de ruine en réalité, puisque leur œuvre est assez peu visitée, c'est des choses un peu marginales, des œuvres qu'on ne considère pas comme des cathédrales, mais comme des fragments de la littérature française. C'est pas simplement ceux qui s'inspirent de l'Antiquité pour développer. Non, pas du tout, c'est vraiment dans un sens beaucoup plus moderne. D'accord. Non, ça a été beaucoup plus couvert, il y a eu beaucoup de travaux, de travaux littéraires, de travaux universitaires sur cet aspect très particulier des ruines, des ruines de l'Antiquité. Moi, j'ai voulu faire quelque chose d'autre. La lecture, donc, mais vous lisez combien d'heures par jour? Le plus possible. Je me réveille et dès que je suis je me suis trempé la tête dans ma tasse de café, je commence à lire. Quand je vous aurai quitté, à regret évidemment, je recommencerai à lire. Mais Attendez, vous n'avez pas vu mes questions? Ah oui, peut-être je partirai plus tôt alors. Mais non, mais je peux pas vous dire, c'est comme... Comme respirer. Ouais, c'est comme l'oxygène, c'est quelque chose d'assez mystérieux parce que le plaisir ne s'émousse pas. Pour dire, quand vous avez lu quelques milliers de livres, au fond, vous avez un peu fait le tour. Et écoutez, je vais dans des librairies avec plaisir, j'en ressors toujours les bras chargés de nouveaux volumes, parce que j'ai l'impression que c'est un plaisir inépuisable. Voilà. Le dernier coup de cœur? Le dernier coup de cœur, qu'est-ce que j'ai lu vraiment? C'est toujours quand on demande ça qu'on a un trou. Non, là, je suis en train de lire quelque chose qui m'émeut beaucoup, qui a vraiment un rapport très étroit avec la lecture. C'est Langage de vérité, c'est un recueil d'essais de Salman Rushdie. Ça m'émeut à titre personnel parce que j'ai fait un entretien avec Rushdie il y a quelques années, un entretien public, et évidemment, la possibilité de l'attentat était dans toutes les têtes, dans celle de Salman Rushdie, dans la mienne, dans celle des organisateurs, mais ça s'était très très bien passé. Et là, Rushdie raconte... il ne parle pas exactement de ça, mais il parle de ses grandes lectures. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à un dernier représentant d'une aristocratie qui sont les lecteurs d'élite. Et que ça va peu à peu disparaître, que ça sera l'équivalent des scribes dans l'Égypte antique. Il y aura une petite caste encore de gens qui lisent et surtout qui tirent quelque chose de leur lecture, de très profond, de très fort. Et Salman Rushdie est un de ceux-là. Il parle très très bien de ses confrères, il parle très très bien de la lecture et évidemment de ses propres œuvres. Donc voilà, Langage de vérité de Rushdie. Langage de vérité de Rushdie, ce qui est... Quand Rushdie a été attaqué, quand il a failli mourir, quelque part, cette interview, j'imagine, est revenue. Vous l'avez relue, vous l'avez revue. Ça fait partie des interviews marquantes dans votre carrière? Oui, parce que... À cause de ça, à cause du poids de la fatwa et du personnage? En grande partie. D'abord, vraiment l'importance de l'œuvre, l'importance qu'elle avait prise, mais il y avait la fatwa et il y avait une tension que j'ai
presque jamais ressenti pendant une interview littéraire. Il y avait une tension dans l'air parce que vous recevez Rushdie, vous recevez sa fatwa en même temps, et vous avez affaire à quelqu'un qui a intériorisé. Vous ne savez pas à quel point il y pense, ou il se dit « ça y est, je suis passé à travers les mailles parce que ça fait longtemps et ça ne m'arrivera plus ». Il y a quelque chose. Ça crée une ambiance dans les moindres propos. Vous échangez avec Rushdie. On n'a pas seulement bavardé pendant la rencontre littéraire. On s'est vu avant, on s'est vu après. C'est un type d'ailleurs très, très ouvert, très, très charmant. Et il y avait ça qui planait dans l'air. Et vous voyez que... Oui, c'est peut-être la conscience des derniers mots, presque. Un peu, parce que... Ils rend encore plus précieux, encore plus... Oui, d'abord, il y a ça. Et puis, il y a quelqu'un qui, quand il parle ou quand il écrit, eh bien, met sa vie en jeu. C'est assez rare, finalement. Oui. Parce que y a plein de choses, on dit c'est extrêmement subversif, vraiment il prend des risques. Vous apercevez que les risques sont à peu près nuls. Rushdie, il a payé de sa liberté, ça c'est sûr, pendant des années, et là il a failli le payer de sa vie, il l'a payé d'un œil et d'un bras. Et d'ailleurs ça vaut aussi pour la lecture de Langage et Vérité, où indépendamment de la qualité des textes, c'est vraiment des très très beaux textes. Il y a cet arrière-plan, il y a cette menace qui plane, à chaque fois il fait référence de temps en temps, mais de manière un peu ironique, à l'anglaise, il est un peu britannique, bien sûr. Oui. Et il n'est pas du genre à s'épancher, mais il y a une petite remarque, et on repense à la fatwa qu'on avait oubliée, parce que l'article est brillant. C'est un cas très particulier, quand même. Vous voyez, je suis partagé sur un point. Il était question de lui remettre le prix Nobel. Moi, j'y étais opposé pour une raison un peu étrange. Je me suis dit, si on lui donne le prix Nobel cette année, on va récompenser le martyr et non pas l'écrivain. Et je trouve ça un peu injuste. Mais en même temps, j'ai le sentiment, et c'est presque une conviction, qu'on ne lui a pas remis, pas pour cette raison, mais par lâcheté. Je pense que le comité du prix Nobel a eu peur, à son tour. Et là, si c'est la véritable raison, c'est vraiment consternant et c'est vraiment lamentable. Mais on est dans cette fatwa contre Rushdie prononcée par Khomeini. Elle a quelque part ouvert une ère. C'est l'entrée en puissance de l'islam politique. Rushdie en est lui-même surpris. Son livre, à part ce titre, n'est finalement absolument pas blasphématoire. C'est plutôt un très bel ouvrage. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, cette irruption finalement, ou ce retour des interdits littéraires, livresques? Ça a été le retour en grande partie de l'islamisme. Oui, le début de son apogée. Oui, grand retour, parce qu'en Iran, c'est revenu. Il y a eu ce qui agite beaucoup les débats et les consciences en ce moment, l'obligation du voile quelques années après l'arrivée de Khomeini, que nous avions accueilli, que nous avions couvé. C'est une histoire française. Bien sûr. Voilà. Et puis, en effet... La rue de l'ambassade de France à Téhéran s'appelle rue Naufle-le-Château. Oui, vous voyez, donc eux, ils savent à qui ils doivent, malheureusement, leur régime criminel et idéologique. Et puis ensuite, ça a été, alors qu'on semblait s'acheminer vers la fin de l'histoire, qu'après 79, il y a eu 89, on pensait qu'on entrait dans le meilleur des mondes, et au contraire, ça a été le retour de toutes les idéologies, et on ne le savait pas à l'époque, mais Khomeini annonçait ça, c'était le coup de semonce. Et là, ce que ça annonçait aussi, c'est que deux camps allaient s'opposer. Il y avait les complices de cette idéologie et ceux qui se battaient pour la liberté contre cette idéologie, parce que Khomeini était très soutenu par les intellectuels français de gauche. Complètement. C'est là où moi, je m'oppose beaucoup à ce que j'appelle la gauche. C'est le mot que j'emploie dans mon livre d'entretien avec Michel Onfray. La gauche, c'est une gauche qui trahit les libertés, qui trahit ses fondamentaux, qui trahit son ADN et qui fait allégeance à toutes les dictatures possibles. C'était le cas de l'Union soviétique, ça a été le cas de l'Iran, où des gens comme Foucault ont quand même soutenu ce régime, et maintenant ils soutiennent Cuba, le Venezuela, ou même la Russie de Poutine. Donc oui, c'est une date très très importante, et Rushdie est une victime collatérale, puisque les versets sataniques n'occupent quasiment que quelques lignes dans le livre. Mais Khomeini et les autorités religieuses de l'Iran ont compris qu'il y avait une opportunité, qu'ils pouvaient prendre la main sur l'islamisme mondial en s'en prenant à Rushdie avec cette fatwa complètement absurde, même sur la base du texte. Donc Rushdie, malheureusement... Une affaire de leadership. Exactement, le leadership, puisque à partir de là, on n'a plus parlé que de ça. Donc, dans la lutte entre chiisme et sunnisme, ils ont pris la main. Ils ont pris la main, c'est vrai. Vous avez parlé de la gauche, je vais revenir... Je vais revenir. Vous dites aujourd'hui, vous définissez comme
un homme de gauche. Aujourd'hui, on le voit tous les jours, de Sandrine Rousseau à Fabien Roussel, la gauche est multiple. À laquelle appartenez-vous ? J'appartiens à la gauche que normalement on ne devrait pas définir avec des adjectifs, mais que, au vu de la dérive, non seulement des personnes que vous avez mentionnées, mais d'autres, on est obligé de préciser, une gauche laïque. Je mets Fabien Roussel comme peut-être un rattachement, encore que, il se définit comme communiste, parti communiste français. Encore que, c'est-à-dire que Fabien Roussel joue un peu un double jeu. Moi, j'ai été séduit pendant un moment et je me suis aperçu que c'était quand même un grand danseur de tango. C'est-à-dire qu'il y a un pas en avant où il attire l'attention et les éloges d'un certain camp, puis il fait 2 pas en arrière, et puis, excusez-moi, mais enfin, les actes parlent plus que les paroles, il est quand même au sein de la NUPES. Donc pour moi, être au sein de la NUPES, déjà, c'est un motif de disqualification définitive. Pour vous, il ne suffit pas de brandir le steak et le bon litre de rouge et d'arborer un drapeau français pour ce côté franchouillard, PC. C'est sympathique. Oui. C'est un retour aux fondamentaux du PC que j'ai connu dans mon enfance et mon adolescence avec Georges Marchais. Donc retrouver mon enfant, je lui en sais gré, mais enfin c'est un peu court. Non, je me réclame d'une gauche républicaine, laïque, sociale et antitotalitaire. Or, auparavant, c'était des notions de gauche, évidentes. On n'avait même pas besoin de le dire. Maintenant, c'est le contraire. Tout ce que je viens de vous citer comme adjectif est défini comme non seulement de droite, mais d'extrême droite, et même vous êtes traité de fasciste. Si vous êtes laïque, vous êtes fasciste, parce qu'en fait, c'est une arme de guerre contre l'islam. C'est quand même assez étrange. La République, la République aussi, c'est que vous n'acceptez pas un tel ou une telle. La République, c'est quelque chose qui est exclu et antitotalitaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la gauche, au contraire, se prosterne devant tous les régimes totalitaire. Et d'ailleurs, j'ai eu des grands prédécesseurs, beaucoup plus brillants que moi, beaucoup plus célèbres que moi, comme Orwell, qui avait fait le même diagnostic. Cette fascination d'une certaine gauche, d'une fausse gauche, à mon avis, pour les régimes totalitaires, pour la force brute, pour la dictature et pour les tyrans. J'ai eu l'occasion, au début du mois d'octobre, de faire un séjour en Iran. Totalement par hasard, je me suis retrouvé au milieu de la révolution. Et c'est pour poursuivre dans cette idée, justement, de la dictature. Une femme iranienne m'a dit nos mères se sont battues. Elle parlait de la révolution islamique de 79 et de Khomeini. Elle disait nos mères se sont battues, nos mères qui étaient des progressistes, même en Iran, communistes, donc anti-Shah, et ont accepté de mettre un voile sans s'imaginer qu'un jour, leur fille se battrait pour s'en débarrasser. C'est très beau et c'est très juste. Voilà. Et j'ai trouvé que par rapport à ce qui se passe, et j'ai beaucoup pensé à Sandrine Rousseau quand j'ai vu cette femme. Et je vois aujourd'hui toute cette stratégie d'évitement de l'affaire iranienne. Alors on dit oui, les mollahs vont tomber comme ça, etc. Mais l'affaire du voile, elle est quand même profonde parce qu'elle met en cause une partie de l'application stricte du Coran. C'est pas simplement le voile. Les jeunes filles là-bas vous disent, vous savez, si c'est simplement enlever notre voile, on va en vacances à Istanbul ou à Dubaï et on peut l'enlever. On le faisait avant, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Ah oui. Demander à son père pour avoir son passeport, demander à son mari pour pouvoir sortir dans la rue. Un homme vaut 2 femmes, etc., etc. Donc, pourquoi, justement, pour rester sur la question de la gauche, pourquoi la gauche refuse? Pourquoi elle est-elle fondamentalement aveugle? Parce qu'elle est d'essence totalitaire? Parce qu'elle est obsédée par les tyrans et par la dictature? C'est-à-dire que la phrase que vous avez citée est très belle, très juste, mais il faudrait peut-être la prolonger. Cette femme ne pouvait pas imaginer qu'elle se battrait contre le Shah, puis pour mettre le voile, ensuite pour enlever le voile, et que dans le même temps, à l'Ouest, des femmes occidentales se battraient pour que des femmes puissent ou seraient en faveur du voile, pour dire les choses un peu simplement. Non, le voile, la gauche a remplacé son électorat traditionnel, je vais utiliser des grandes catégories, l'ouvrier, le prolétaire, par d'autres catégories qui sont en gros les immigrés. Donc, il ne faut faire aucune déclaration, n'avoir aucune conviction qui soit susceptible de heurter un électorat, à tort ou à raison, parce que je ne sais pas si le voile est si populaire que ça dans les populations immigrées françaises. Simplement, c'est l'idée qui s'en fond. Mais moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. Sandrine Rousseau, qui ne doute de rien, qui est vraiment un personnage intéressant,
est dans une manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Oui. Elle se fait prendre à partie par une femme iranienne qui lui explique quand même qu'elle-même ayant déclaré que le voile est un embellissement, parce qu'on savait que Sandrine Rousseau était professeure d'économie, elle est également professeure d'esthétique, apparemment. Elle se fait rabrouer par cette femme. Sandrine Rousseau n'en a cure. Non seulement elle en a cure, elle lui tourne le dos, et elle tourne le dos vers un rang de journalistes. Parce que, voilà, on peut, puisqu'on n'est jamais mis en face de ces contradictions, on peut jouer un double jeu en réalité, puisqu'en fait, Sandrine Rousseau s'en fout des femmes iraniennes. Elle est là pour être sur la photo, donc elle s'adresse à la presse. Et peu importe qu'une femme iranienne la mette devant sa contradiction, elle arrive à, si vous voulez, à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à tenir un discours en disant « Vous voyez, je soutiens les femmes iraniennes, mais par derrière, je dis que le voile, c'est formidable. » Il y a une duplicité dans la gauche française qui est incroyable parce qu'ils sont prisonniers d'une démarche électoraliste. Et c'est vrai pour le voile, c'est vrai pour d'autres choses. Vous ne pouvez pas... regardez, même pour soutenir les femmes iraniennes, ils ont mis du temps. Le NUPES a mis beaucoup de temps, il a fallu de la pression. Est-ce que vous les avez entendus, revenons à notre ami Rushdie, est-ce que vous les avez entendus soutenir ou même avoir des mots de compassion pour ce qui est arrivé d'atroce à Salman Rushdie? Non, parce qu'il faut... Avant, il ne fallait pas désespérer Billancourt. Maintenant, il ne faut pas désespérer, je ne sais pas, les banlieues françaises et ni Téhéran. Donc, je trouve ça très problématique. Non, il y a juste eu je crois que le tweet de Mélenchon concernait le bruit que faisaient les sirènes de police quand il est revenu du Venezuela. Ça le dérange. Ça le dérangeait. Voilà, mais pas un mot, évidemment, sur Rushdie. Pas un mot sur Rushdie. Et en effet, que la police fasse son travail la nuit, ça le dérange. Voilà. Quand il roule à proximité du domicile de M. Mélenchon, il pourrait avoir la décence de ne pas mettre les sirènes. C'est ça. Et que notre émission serve au moins à ça. Oui. Messieurs des forces de l'ordre, faites un petit effort. Un petit effort pour M. Mélenchon. On va évoquer d'autres ayatollahs. Je vais revenir sur l'homme de médias que vous êtes, passionné de politique. Je vais vous demander, est-ce que finalement vous avez participé à toutes les aventures du petit écran et TPMP, on va y revenir, mais est-ce que finalement vous n'avez pas une forme de nostalgie pour des émissions comme Droit de réponse de Michel Polac, qui maniait le clash et la polémique, qui recevait des adversaires absolus, prêts à se confronter, mais qui leur permettaient de respirer une heure ou deux un air enfumé ensemble? Alors, on va évacuer le côté enfumé de la chose, parce que moi, les fumeurs m'ont emmerdé toute ma vie. Ouais. J'ai vécu dans une époque où on fumait partout, et j'ai des souvenirs très très douloureux des départs en vacances. Dans la voiture? Oui, mon frère, ma sœur et moi, nous vomissions tous les 30 km, puisque y avait une odeur de fumée de cigarette dans la voiture, ou dans les avions, les gens fumaient. Enfin, c'est ce qui paraît incroyable maintenant. Ouais. Dans les trains. Dans les trains. Ma période préférée des trains, c'est quand ils avaient fait un seul wagon fumeur. C'est-à-dire que quand vous traversiez, c'était un truc absolument inouï. Alors, laissons le côté enfumé duquel je ne suis pas nostalgique. Et je ne suis pas tout à fait nostalgique non plus de Droit de réponse, tout simplement parce que moi, j'ai j'ai eu l'honneur d'animer l'équivalent de Droit de réponse qui s'appelait Balance ton poste. Oui. Où là, vraiment, je peux vous dire que je n'ai jamais vu, sur aucun plateau de télévision, autant d'opinions, alors évidemment contradictoires, mais même extrêmes. C'est-à-dire que tout le monde avait le droit de parler, dans la plus grande liberté, et parfois, je le regrette, c'est peut-être les limites de mon talent d'animateur, parfois dans le brouhaha, avec des limites d'affrontement physique, d'ailleurs, il failli avoir lieu. Moi-même, j'ai traversé le plateau une fois pour mettre ma main dans la gueule de Bellatar, parce qu'il m'avait traité 3 fois de fasciste, et c'est au moins 2 fois de trop. Voilà. Ouais. Donc, j'ai connu cette ambiance, et en effet, alors, je ne dis pas que toutes les émissions devraient y ressembler, mais je suis très fier d'avoir animé cette émission, d'avoir été d'abord chroniqueur et ensuite animateur, parce qu'en effet, je trouve cette liberté formidable. Après, il faut quand même des espaces de contradiction un peu plus apaisés aussi. Mais il y avait quand même un art de la rhétorique et un art de... Moi, je me souviens de chez Polac, justement, Gainsbourg et Blondin en train de... mais ils étaient là et ils étaient opposés et c'était... On jouissait de chaque parole, la façon de la joute. On sent quand même qu'aujourd'hui, on est là pour terrasser l'adversaire, quasiment réduire sa qualité humaine parfois. Le terme fasciste oblitère tout. C'est pas un recul de l'intelligence finalement, tout ce à quoi on assiste? Si, mais je pense que... Bon, d'abord, il y a la question de la qualité des intervenants aussi. Alors, vous citez Blondin et Gainsbourg, il y a quand même, on est quand même dans un niveau assez élevé. C'est pas toujours le cas, hein, non. Reconnaissons-le. Après, il y a quand même quelque chose qui a tout changé, c'est les réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux étaient conçus à l'époque comme un espace de dialogue, ça nous fait sourire même maintenant, rien que d'en parler. Et là, c'est devenu un espace d'affrontement extraordinairement violent, d'invectives,
d'attaque, de point Godwin qui est atteint, qui est atteint non pas en 180 signes, mais en 90 signes. Donc, Bien sûr. je pense qu'on... En plus, je crois que la nouvelle orientation des propriétaires de Twitter, c'est d'encore rendre la chose, enfin d'aggraver la chose, dans le sens vraiment que toutes les opinions extrêmes pourront s'exprimer, que toutes les insultes seront permises. Kanye West vient de se faire quand même retirer son compte de Twitter. Non, mais là, oui, là Elon Musk est quand même intervenu. Oui, parce que là, quand même, si vous voulez, il y a un moment où... effectivement, on peut être pour la liberté d'expression totale, mais vous savez, la fameuse phrase qui m'a toujours exaspéré, si tant est qu'il l'ait dit, de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai. Je crois que c'est une interprétation de la pensée de Voltaire par sa biographe britannique qui a dit cette phrase. Voilà. Voltaire ne l'a jamais dit. Parce que moi, ça m'énerve, parce que je ne vais pas risquer ma vie pour que quelqu'un puisse dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Vous voyez, je ne vais pas me dire, vraiment, ce qui me semble important dans la vie, c'est que vous puissiez être négationniste. Non. Et je pense que même M. Musk et même Twitter ont compris que Kanye West... Je ne veux même pas citer les propos de Kanye West parce que c'est vraiment honteux. Quoi. Non, bien sûr. Bien sûr. Je reste sur les médias. Il semble quand même que l'appareil médiatique serve à une chose. Alors, il y a ces clashs dont on parle et ces polémiques, mais il sert aussi à créer des personnages politiques. Éric Zemmour, avec On n'est pas couché, Aymeric Caron, Audrey Pulvar, Louis Boyard, avec TPMP. Est-ce que le média est-il aujourd'hui condamné à ce rôle, à créer et puis ensuite servir le politique ? Est-ce que c'est bien le rôle des journalistes, tout ça ? C'est en effet ce qui se passe. Alors dans la liste que vous avez énumérée, il y a quand même un cas particulier, c'est celui de Boyard qui est allé reprocher à celui qui l'avait lancé. En fait, il lui a fait un procès, alors que Boyard, sans touche pas mon poste, c'est rien. C'est-à-dire que Boyard n'existerait pas, ne serait pas député. Après, je pense que c'est l'importance incroyable qu'a prise la télé. C'est-à-dire qu'à partir d'une notoriété de télévision, en fait, tout est possible. Vous pouvez faire une carrière commerciale, vous pouvez faire une carrière médiatique au sens strict, et puis vous pouvez faire une carrière politique parce que vu à la télé. Vu à la télé, c'est un accélérateur de carrière. Si vous faites un livre après, il se vendra mieux, et si vous voulez entrer dans la carrière politique, eh bien, c'est une formidable porte d'entrée. Moi, je n'en ai pas éprouvé le besoin, en tout cas pour la politique. Écoutez, si je change d'avis pendant l'interview, je vous livrerai ce scoop mondial. Mais pour avoir beaucoup approché la politique et c'est pas un métier qui me fait envie, non, voilà. Non, et finalement vous restez toujours un enfant de la littérature, donc quelque part vous trouvez votre satisfaction dans cette somme l'ivresse. C'est exactement ça. Et alors non pas que je crache dans la soupe, hein, moi je suis pas Boyard, hein, je crache pas dans la soupe. Ça m'a apporté beaucoup la télévision. En plus. Laurent Ruquier m'a fait entrer, on n'est pas couché, une période qui était vraiment pas faste dans mon existence. Je tirais le diable par la queue, ça m'a sorti de la mouise. Moi, je suis très reconnaissant à Laurent Ruquier et à la télé en général. Je ne cracherai jamais dans la soupe, mais franchement, je vous le dis sans volonté de pause, je sais très bien que 10 000 heures de télévision ne vaudront jamais d'avoir écrit une ligne de Proust. Je le sais. Ou une ligne de Flaubert, où je peux même vous citer 50 auteurs. Il y a une hiérarchie. Il y a des gens très bons à la télévision, j'ai travaillé auprès d'animateurs extrêmement brillants, l'élite de cette profession. Simplement, ce n'est pas la même chose que Proust, ce n'est pas la même chose que Flaubert, que Céline, que même mon cher Paul Gaden. Ça me fait tellement plaisir de citer Paul Gaden, c'était un des auteurs de mon mémoire. Voilà, la poétique d'Héroïne. Voilà, qui est revenu un peu dans l'actualité récemment avec des carnets inédits. Bon voilà, j'ai une passion pour certains auteurs connus, pour certains auteurs méconnus. Et j'ai une admiration pour eux, ça me crée... Je reprends votre mot, satisfaction, ça me va très bien. Je ne suis jamais plus heureux que dans un fauteuil avec mes chats, des livres et une tasse de café. Vraiment. Je suis beaucoup plus heureux dans ces conditions-là que sur un plateau de télévision. Et donc vous n'êtes pas insensible à toutes les histoires autour de la littérature, par exemple quand on retrouve des textes de Céline qui sont republiés, ça vous intéresse? Enfin, ça c'est vous fait une histoire vibrer extraordinaire. Parce que Céline, vous êtes d'accord? Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai acheté l'autre jour Londres en me disant, j'ai lu la préface. Et à chaque fois, j'avais lu Guerre avant, la préface très bien faite par des experts céliniens. Et on retient un peu son souffle quand on arrive sur Céline, parce qu'on se dit, va-t-on avoir je vais utiliser un mot en anglais, mais le kick du voyage. C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver cette espèce d'éblouissement? Et en fait, le problème avec Céline, c'est qu'on ne le retrouve pas toujours. Non, parce que c'est de très très haut niveau, mais c'est un autre Céline. En fait, c'est un peu le même charme, la même puissance et les mêmes limites que ça m'arrive, moi, pour des musiciens que j'aime beaucoup, quand
vous trouvez sur Internet, maintenant ça se trouve beaucoup pour les Stones, Ouais. voilà, que Bien j'idolâtre, sûr. vous trouvez des chansons qui n'ont pas été totalement achevées. Oui, Et il y a un grand charme, parce qu'en fait, la Bah, chanson est quand même élaborée, bien mais sûr. c'est pas le produit fini. Mm. Et là, vous trouvez quelque chose de beaucoup plus brut. Alors c'était encore C'est plus vrai violent. dans Guerre, où Ah c'était oui. d'une violence. Enfin, Londres, il y a quand Oui, même bah, des scènes bien sûr. crues de sexe qu'on n'est Beaucoup pas plus, habitué beaucoup avec plus de Céline. cul que... Ouais. Voilà, parce que sans doute qu'il devait y avoir un surmoi où, Ouais. à la fin, voilà, comme vous savez, il écrivait de toute façon des milliers de pages. C'est pas sûr d'ailleurs que ça soit l'état définitif Oui. du manuscrit. Hein. Mais en tout cas, entre le choc de découvrir ça et cette histoire rocambolesque de retour de ces manuscrits, qui est incroyable, Ouais. manuscrits planqués pendant des dizaines d'années Ouais. par un résistant en plus, qui ne les a pas détruits. Non. Vous voyez la puissance de l'écrit en Ouais, France. c'est Un incroyable. gaulliste ne Incroyable. détruit pas. Je pensais que s'il avait été communiste, il aurait éradiqué. Ça serait Alors passé à la peut-être, mais purge. je crois que la littérature en France est une forme de surmoi Ouais. qui peut unir des ennemis. Il y a beaucoup de juifs, par exemple, qui sont des fans de Céline. Oui. Acharnés, Oui, et pas alors pour des que raisons quand- tordues, hein, Ouais. parce que simplement ils savent que c'est un grand écrivain, alors que ce qu'il a écrit, Bagatelle. dans les pamphlets, c'est inadmissible. Ouais. Voilà, c'est inadmissible. Non, mais tout simplement. c'est surtout inadmissible, mais c'est 300 pages, Ah, quoi. ça, remarquez, pour être tout à fait juste avec Céline, il s'en prend pas qu'aux juifs. Hein. Non. C'est-à-dire qu'il arrose très très large. C'est une toute œuvre sa- de détestation. Toute globale. l'aigreur du personnage qui ressort pour parfois. Mais en fait, Céline macère dans les tréfonds de l'âme humaine, mais de temps en temps, il y a une espèce d'éblouissement et tout à coup un petit espoir au milieu de la noirceur. Je trouve que Houellebecq a un peu suivi aussi cette. Avec beaucoup moins de talent et pas de style surtout. Ah, C'est-à-dire que ouais. Houellebecq a fait de l'absence de style un style, mais là on commence à en toucher les limites parce que d'abord les livres sont de moins en moins bons. Moi j'ai même commencé ma carrière littéraire avec un pamphlet contre Houellebecq, qui s'appelait Au secours, Houellebecq revient. Donc, oui, je me souviens. Oui. Et c'était quand même beaucoup mieux que maintenant. Le dernier, Anéantir, c'est illisible. Oui. Seuls les critiques qui veulent absolument pas se dédire nous disent que c'est un chef-d'œuvre puisqu'ils sont décidés une fois pour toutes que voilà. Et ça c'est un problème français aussi. C'est que nous avons besoin d'un écrivain national. Alors quand il existe, tout va bien, c'est Victor Hugo ou Voltaire, et quand il n'existe pas, nous l'inventons. Alors on a décidé que maintenant c'était Houellebecq, auteur dépressif pour un pays dépressif. C'est cohérent, mais là aussi, c'est un peu court. Il colle à l'époque. Il colle à l'époque, mais il y a beaucoup de manières de coller à l'époque. Et il n'y a pas comme chez Céline quand même le sentiment quand même à travers... alors je parle évidemment pas des pamphlets, mais je parle du voyage, je parle des inédits. Il y a une forme de fraternité quand même. D'humanité. Oui, il y a une forme de... Même avec les plus bas... Ça reste le médecin des pauvres. Hein. Exactement. Tout du long. C'est-à-dire, il va en effet éructer contre la terre entière, mais il reste du côté des humbles. Et il est dans le dispensaire de Clichy, et il reçoit des gens pas possibles, et il en parle d'ailleurs. Mais ça reste ça, c'est voilà. Donc il y a aussi il y a une fibre humaine, il y a une compassion pour le frère humain que je cherche en vain chez Houellebecq. Alors le style, n'en parlons pas, franchement. Et Houellebecq, c'est le refuge en Irlande, mais pour des raisons fiscales, quoi. C'est pas glorieux quand même. C'est pas glorieux. Non, mais voilà, c'est bon, après, voilà, on a les écrivains qu'on mérite, on a l'époque qu'on mérite. Je dis pas que... Oui, mais vous savez, qu'on mérite, qui décide au fond ? Il y a quand même... Il y a une partie de la critique qui décide. Qui a décidé que le roman totalement consternant de Virginie Despentes... Oui, j'allais en parler. Voilà, était l'événement de la rentrée. C'est pas les libraires. On a interviewé, je crois, 250 libraires indépendants. Qu'est-ce que vous retenez dans la rentrée ? Virginie Despentes était dans les tréfonds du classement. Moi, je fais confiance dans les libraires, ce sont des lecteurs, parmi les plus fervents, parmi les plus informés. Ils n'ont pas retenu Despentes. Mais la critique a décidé que c'était Despentes. Et là, vous avez bouffé du Despentes pendant un mois. Elle était invitée absolument partout. C'est à qui écrirait les choses les plus extravagantes sur son bouquin, qui est vraiment ni fait, ni à faire, absence de style total. Voilà. Donc, alors que Vernon-Subutex, c'était un peu plus abouti. C'était mieux. Voilà. C'était mieux. Et là, elle a pris le concentré de ses névroses et elle l'a mis... des névroses et puis des petits thèmes de l'époque. Oui, puis, pour essayer de séduire. Et puis, elle a un nom, quoi, un nom qui sulfureux. Et c'est ça qui a été retenu. Oui, alors après, mais en même temps, ça dérange pas vraiment grand monde. Et je trouve plus consternant ce qui s'est passé avec le Goncourt, où finalement vous aviez le mage du Kremlin, par exemple. On voit et on a l'impression qu'on a pris une sorte de plus petit dénominateur commun pour froisser personne. Et finalement, dans la sélection, on est tombé sur peut-être le moins bon de tous les livres. C'est quand même assez incroyable. Déjà qu'elle soit arrivée en finale, Brigitte Giraud, avec Vivre vite, c'était quand même un événement quand même très perturbant. Bah oui. Ensuite,
le président du prix Goncourt Ouais. a décidé, contre les statuts d'ailleurs du prix Goncourt, qu'un ouvrage déjà primé ne pouvait pas recevoir le Goncourt. C'est expressément Ouais. précisé dans le règlement que oui. Donc il a dit non parce qu'il faut penser aux libraires. Ils vont faire 2 ventes au lieu d'une. Bon, c'était une manière d'éviter une polémique avec parce qu'il y avait Kremlin dans le titre. Bah, écoutez, je sais pas. Alors si c'est ça, c'est encore plus consternant. Oui, je pense qu'il y a de ça, malheureusement. Simplement, vous avez un livre. Je ne dis pas que le match du Kremlin touche au grandiose. Non, mais il explique l'époque. De même Ça, que le Philippe Lemaître, au revoir là-haut, nous racontait quelque chose sur 14-18 qu'on ne savait pas. Enfin, il y avait une manière cette sortie de guerre, elle est incroyable. Et tout à coup, et en plus, c'est des romans accessibles sur des événements connus. Et donc, il y a toute la... Le match du Kremlin est là, Vivre vite est là, il n'y avait pas de débat, sauf parce que M. Decoing a décidé, pour je ne sais quelle raison, ou peut-être même pour d'autres raisons idéologiques, il fallait absolument que ça soit une femme, je ne sais pas. Et puis voilà, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est moins grave que Despentes, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que Despentes, personne ne lui tient quand même rigueur de ses déclarations démentes sur Charlie et les frères Kouachi. Elle a fait des déclarations d'amour aux frères Kouachi. Elle a dit qu'elle avait éprouvé un rayon d'amour, qui est peut-être dû d'ailleurs à, je ne sais pas, peut-être un excès de tisane peut-être, ou de boisson fraîche, je ne sais pas. En tout cas, elle a été prise dans un rayon d'amour à la fois pour les victimes et pour les bourreaux. Kouachi, parce que ce sont les damnés de la terre. On revient à la gauche, vous savez, là. On revient à la gauche qui est fascinée par la violence. De gauche, il ne faut pas qu'elle soit de droite. Imaginez qu'elle ait dit ça pour un attentat signé par un groupe fasciste. Mais non, mais... Elle n'aurait pas... Elle n'aurait pas pu le dire. Elle n'aurait pas pu le dire, et surtout, toute la presse lui aurait tourné le dos en disant c'est pas possible. Mais là, c'est admissible, et on dit « Ah, il ne faut pas lui en tenir rigueur, c'est autre chose ». Si elle avait fait de l'apologie d'un groupe d'extrême droite, tout le monde l'aurait flingué. Peut-être à juste titre, j'entre même pas dans ce débat. Mais ça revient au début de notre discussion, cette gauche-là est absolument fascinée par la violence, pourvu qu'elle soit de gauche. Et cette violence-là, une violence victimaire, une violence s'intéresse plus, enfin cette gauche-là en tout cas, s'intéresse plus aux bourreaux qu'aux victimes en fait. Parce que les bourreaux, dans l'esprit de Virginie Despentes, mais si ce n'était que dans son esprit, ce ne serait pas très grave, les bourreaux, dans ce cas-là, n'en sont pas, ce sont des victimes parce que ce sont des damnés de la terre. Parce que ce sont des musulmans et que les musulmans sont, par définition, des damnés de la terre et que, comme socialement, c'était pas, ils n'étaient pas d'un milieu aisé, eh bien, il faut tout leur pardonner. Et à partir du moment où vous faites partie de cette catégorie, les damnés de la terre, qui ont remplacé les autres damnés de la terre, les prolétaires, ou même le lumpenprolétariat, eh bien, en fait, vous avez à peu près tous les droits. Elle dit cette chose incroyable. Elle dit « Je les ai admirés de dire qu'ils voulaient se dresser et non pas vivre à genoux, mourir debout, et pas vivre à genoux. Vous prenez une Kalachnikov, vous canardez en pleine gueule des gens sans défense, et c'est ça, vivre debout. Non, mais je sais, c'est insensé. Insensé. Écoutez, ce sont des déclarations fascistes, au sens propre de la chose. Or non, les fascistes, c'est les autres et jamais eux. Non, mais par définition, le fascisme mussolinien, c'était aussi cette fascination pour la violence. La mais violence avait un côté purificateur. Et là, on le retrouve en effet dans l'autre camp. Mais vous avez eu ça avec les Brigades Rouges. Oui. Vous avez eu ça avec Action Directe. Vous avez eu ça avec Battisti. Bien sûr. Et vous avez ça maintenant avec l'affaire Traoré. À chaque fois, la violence est justifiable. Et ces gens-là, en fait, sont des victimes. Battisti a dit, quand ils ont fini par serrer Battisti, il a dit « Je me suis moqué de tous ces gens de gauche. Je n'ai même pas eu besoin de leur mentir. Ils voulaient croire. » Voilà. Eh bien, vous avez encore des gens qui continuent à dire « c'est pas vrai ». Ce que dit Battisti n'est pas vrai. Même Battisti a tort. Eux, ils ont raison, mais Battisti, ils savent mieux que Battisti. Non, mais on est dans la folie. On est dans la folie idéologique. Alors, c'est très difficile, quand vous êtes de gauche comme moi, de s'opposer, parce que c'est un moment de friction maximale, donc vous allez vous faire traiter de fasciste et parfois de nazisant. Mais il faut en passer par ce changement de logiciel de la gauche, parce qu'elle est complètement prise en otage par ces délires idéologiques de Despentes et des autres, pris aussi de l'autre côté par le wokisme, et elle n'ira nulle part. Elle se dissoudra, cette gauche. Donc, je mène un combat pour l'instant très minoritaire. Bon, je suis heureux que Michel Onfray ait montré la voie, donc on a quand même une personnalité de référence qui a des combattants assez courageux. Mais on prend beaucoup de coups, pas seulement sur les réseaux sociaux, ailleurs. Ça se paye d'une certaine marginalité médiatique, d'une certaine marginalité tout court. Mais il me reste mes livres, mes chats et le café. Tant mieux. L'essentiel. Vous écrivez aussi beaucoup, on parlait des réseaux tout à l'heure, sur Twitter, et je vais lire ce que vous avez écrit hier. Vous avez écrit « Nous sommes le 2 décembre 2022 et Joe Biden n'a toujours pas été arrêté par l'armée.
contrairement à ce qu'annonçaient tous les gogos complotistes et les suppôts de QAnon. J'en reste comme 2 ronds de plan. Alors, je fais ce tweet tous les jours, et, en changeant la date, hein, évidemment, Ouais. et je dis, tant qu'il y aura un like, je continuerai à le faire. Donc les gens, par esprit de contradiction, de toute façon, like. Mais ça revient ça remonte à l'élection de Biden, où pendant des mois, j'ai reçu des mails en disant « Alors, vous croyez savoir, mais en fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. De toute façon, Biden n'existe pas, il a été remplacé par un robot. Et de toute façon, nous connaissons la date. L'armée va enlever Trump. » Alors, la date arrivait, rien ne se passait. Donc, ils disaient « Non, mais ça fait partie du plan. » C'était d'où l'expression de rond de plan. Les sectes qui annoncent la fin du monde et ça se passe pas. On a exactement. Un peu de mal pour eux, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y avait un truc génial. Il y avait une cérémonie militaire et le drapeau, il y avait un faux pli au drapeau sur le cercueil du malheureux. Il dit, ça n'arrive jamais. Ça, c'est un signe qu'envoie l'armée. Enfin, vous étiez dans le délire QAnon, et donc je fais ça par eux. Je fais ça pour me venger de tous ces messages très pénibles que je recevais, et puis... Comment vous gérez maintenant Twitter ? Vous avez appris à laisser... Enfin, vous faites votre tweet et puis vous regardez plus ou... Non, je regarde assez peu, et quand je regarde, je le regrette parce que c'est tellement... C'est incroyable. Alors, c'est assez incroyable. Et la puis, haine qui peut s'y déverser. La haine, et puis surtout, la dégringolade quand même de tout. De l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire, même de la pensée, je dirais. Parce que même si, évidemment, ça implique une expression assez directe, vous voyez qu'il ne reste plus rien. Que si la prochaine personne qui vous dit que le niveau monte, vous ouvrez au hasard Twitter et vous voyez bien que le niveau s'effondre. En réalité, que par exemple, des notions qu'on nous apprenait en CP à l'époque, la différence entre le participe passé et l'infinitif tend à s'estomper. Oui, c'est vrai ça. Par exemple, je ne vous parle même pas de l'accord du participe passé qui là... Alors là avec le verbe avoir... Ah bah là, c'est perdu. Alors, c'est pas si difficile quand même. Non, mais c'est quand même la référence de base, quoi. Exactement. Et puis surtout, on le connaissait à 7 ans, nous. Oui. C'est ça, et ça, maîtriser l'accord du participe passé avec le verbe avoir, c'est bon. Voilà, après, on peut... Ça va pire, c'est pire que ça, parce qu'en réalité, vous ne pouvez même pas faire des réflexions à ce sujet, parce que si vous dites, écoutez, vraiment, c'est complètement... Et vous êtes un élitiste. Oui. Vous êtes un élitiste. La grammaire est bourgeoise. L'orthographe est patriarcale. Oui. En fait, il faut tout liquider de l'ordre ancien. Puisqu'il était patriarcal. Le christianisme, évidemment. Je me souviens d'avoir fait un tweet. D'ailleurs, le Christ était un homme, hein, donc. Bien sûr, et vous vous souvenez, il y avait eu ça fait longtemps que la NUPS, enfin, qui ne s'appelait pas la NUPS à l'époque, avait fait, et c'était Mélenchon qui avait protesté parce que le drapeau européen, c'était les étoiles, et ça représentait la Vierge Marie. J'avais fait un petit tweet, je dis, c'est un conte de la part de quelqu'un qui porte dans son prénom les noms de 2 apôtres. Et je pense qu'il n'y a même pas réfléchi, ou alors si lui, il y a réfléchi, évidemment. Mais il le fait à dessein. Non, je pense pour la deuxième hypothèse. C'est quelqu'un qui a... Il est très malin. Oui, qui a sciemment trahi tous ses idéaux parce qu'il a vu où était le créneau. Oui. Voilà. Donc je pense que... Alors c'est plus grave. Oui. Moi, je préfère un connard disons, à un traître, parce qu'il a été ce représentant de la vieille gauche. C'était un laïcard. Mais évidemment, un bouffeur de curé. Absolument, un laïcard vraiment très convaincu. Et là, maintenant, tous les indigénistes disent que c'est leur plus belle prise de guerre. C'est ce qu'ils ont dit, eux-mêmes. Mais vous avez vu que sur le christianisme, le wokisme et la gauche essaient de contourner la difficulté. Là, il y a eu un débat l'autre jour qui tendait à prouver que Jésus était trans, en réalité. D'accord. Alors, ça le requalifierait. On pourrait peut-être se réclamer du christianisme, parce que si c'est pas un homme blanc, quand même, en gros. S'il est un peu déconstruit. S'il est un peu déconstruit, un peu trans, peut-être que c'est moins grave. Voilà, je soumets ça. Après, il y a la personnalité de Marie-Madeleine aussi, prostituée, etc., qui peut amener de la diversité dans l'histoire. Oui, en tout cas, tout est bon à prendre. Jean, qui est souvent un peu efféminé. Voilà. Non, mais je pense qu'on y arrivera. On arrivera à soit tout déconstruire, tout araser, soit à tout changer, à tout fausser. Alors, justement, je voulais donc QAnon, on pourra dire que c'est le summum des délires de l'âge digital. Est-ce que vous pensez que c'est positif le rachat par Elon Musk ou au contraire ça va rester une sorte de champ de bataille ce Twitter qui avait quand même un intérêt et qui parfois nous réserve des pépites quand on sait bien chercher. Non, mais il y a quand même... Vous le voyez comment l'évolution... Non, mais si on doit raffiner un peu, et on trouve des choses très intéressantes sur Twitter aussi. Enfin, c'est pas le gros du trafic. Non, évidemment. Non, là, ça va... Je pense qu'on va arriver à une aggravation.
Ouais. en réalité, parce que le principal problème de Twitter, alors indépendamment du spectacle en lui-même, vous savez, on dirait les dessins d'Astérix, vous savez, où tout le village se bat, il y a une mêlée générale, on a l'impression d'assister à ça à chaque minute. Non, ce qui est beaucoup plus grave, c'est ça donne l'impression que toutes les opinions se valent en réalité, elles sont strictement à égalité. Oui. Alors là, on essayait un peu quand même de couper les deux bouts de l'omelette en censurant un peu les plus dingos quand même, les trucs un peu voilà. Alors sauf le cas de Kanye West, mais enfin qui a poussé les trucs tellement loin que bon voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vraiment accréditer l'idée qu'au fond, tous les délires de n'importe qui valent les analyses sérieuses de quelqu'un qui a bossé des dossiers. Je trouve ça assez tragique. D'accord. Justement, il y a cette fameuse des choses décrétées complotistes. Il y a quand même par exemple des notions comme le grand remplacement. Et là, je vois que j'ai découvert tout à l'heure que Michel Houellebecq lui-même a affirmé à Michel Onfray, dans une interview, il dit « J'ai été très choqué qu'on appelle ça une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. » Et le même Michel Onfray, qui se définit de gauche, donc on l'a dit comme vous, et qui était sur ce fauteuil où vous êtes installé en ce moment, constatait ensuite, il disait « Les chiffres le confirment. » Vous en pensez quoi de ça, de cette évolution, de cette thèse du grand remplacement qui était dans le délire complotiste et qui aujourd'hui finalement devient... on commence à s'y pencher. Non, mais il y a deux choses distinctes. Il y a le fait qu'il y a maintenant une immigration totalement incontrôlée et incontrôlable, puisque même dans l'affaire des réfugiés, on s'aperçoit que malgré les gesticulations du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, des autres, en réalité, vous n'avez aucun moyen de contrôler les gens qui sont dans votre territoire. Donc il y a un sentiment de dépossession que certains théorisent en grand remplacement. Moi, ce que je constate, c'est pas le grand remplacement, mais ce que je constate même à Paris, c'est qu'il y a une ghettoisation en réalité. Il y a une sorte de... C'est pas une purification ethnique au sens où on déplace les gens de force, mais de fait, les gens se regroupent par communauté. Ceux qui ne sont pas de la communauté vont ailleurs pour se rapprocher de leur propre communauté, et vous avez des quartiers qui sont de plus en plus homogènes. Moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, un copain me donne rendez-vous, mais moi j'habite dans le 11e, pas très loin de chez moi, mais un autre arrondissement. Il doit y avoir à vol d'oiseau 800 mètres, ça me prend quelques minutes. J'étais en avance, et je regarde autour de moi, et je me dis, mais il y a un truc bizarre dans ce quartier, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et tout d'un coup, je vois, il n'y a pas un arabe et un noir. Il n'y avait pas un visage brun. Alors que moi, dans mon quartier, j'habite Couronne, entre Belleville et Ménilmontant, c'est quelque chose d'extrêmement mélangé, il y a une mosquée assez célèbre, donc il y a une... Voilà. Mais simplement, et vous voyez la différence dans Paris à 800... Je ne vous parle pas du 16e arrondissement ou du 7e, je vous parle de l'Est parisien, où il y a des quartiers qui sont maintenant homogènes ethniquement, parce que les gens se regroupent par affinité. Donc, voilà. Mais le grand remplacement, le problème, c'est qu'il y a eu deux niveaux dans le grand remplacement. Il y a ceux qui vous expliquent que le grand remplacement correspond à une volonté délibérée, c'est-à-dire des gens organisent ce grand remplacement pour des raisons X et Y, et d'autres qui vous disent non, c'est pas organisé, mais c'est un fait. Moi, c'est pas ce que je constate. Je constate en revanche cette ghettoisation de plus en plus marquée, d'un quartier à l'autre. Alors, je vais terminer sur... un de ceux qui en a parlé beaucoup, donc Éric Zemmour, ce week-end, son mouvement va fêter ses 1 an avec un meeting à Paris. Vous y serez ? Non, j'y serai pas. Je suis allé à un de ces meetings, ce qui a fait un barouf tout à fait excessif. Bon, d'abord, moi, en principe, je crois que vous n'êtes pas loin de cette ligne, je fais ce que je veux. Oui. Bon, déjà, première chose. Deuxième chose, il y a une seule catégorie de personnes à laquelle je reconnais le droit de me dire où je peux m'asseoir, ce sont les ouvreuses de théâtre. Je les fréquente beaucoup, c'est une profession très honorable. Quand elles me disent « vous avez le droit de vous asseoir là et pas là », je les respecte. Mais le reste, je m'en fous. J'étais au premier rang, j'ai un ami, c'est un ami très proche, c'est un de mes plus proches amis, qui est candidat à la présidentielle. Ça n'arrive pas tous les jours. Non. Son meeting, c'était l'événement du moment. C'était un truc énorme. Il y avait une ambiance absolument incroyable, des forces de l'ordre autour, mais c'était le camp retranché. C'était un événement, oui. Incroyable. À l'intérieur, comme un stade de foot, 10 000 personnes chauffées à blanc. Jean-Michel Apathy, qui était là aussi, mais planqué au fond de la salle derrière sa casquette. Moi, je n'ai pas besoin de me planquer. C'est quand même plus agréable. Et mon rôle d'ami et de journaliste, parce que ça m'intéressait comme journaliste, c'était d'être là. Maintenant, si j'avais voulu être le soutien de Zemmour, je serais monté à la tribune. J'aurais appelé à voter Zemmour, je serais entré dans un comité de soutien. Simplement... j'ai pensé que c'était mon rôle d'ami et d'observateur politique d'être là. Maintenant,
Je suis allé à l'université d'été de Reconquête pour débattre avec eux. J'ai été tantôt applaudi, tantôt sifflé, notamment sur le grand remplacement. D'accord. Sur Trump, sur plein de choses. En fait, voilà. Et puis sinon, j'étais applaudi parce que d'abord, ils trouvaient qu'il y avait une forme de panache et de fidélité à être là, voilà, en terrain qui n'était pas forcément ami. Je suis ami avec Zemmour, mais pas forcément avec tout Reconquête. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une expérience tout à fait intéressante. Et puis surtout, écoutez, vous le savez aussi, puisque vous êtes quand même un peu parfois dans les coulisses, vous savez bien que ces gens-là ne se haïssent pas dans la vie. Non. Que dès qu'on n'est plus sur un plateau de télé, ils boivent des coups ensemble, ils se tapent dans le dos. Bien sûr. Moi, je pourrais dire, je sais très bien de qui Zemmour recevait des messages très amicaux. J'étais là à ses 50 ans, à la Malmaison, il y avait M. Mélenchon, qui était à l'anniversaire de Zemmour. Oui, on peut balancer s'ils veulent. Il y a des gens très étonnants qui correspondent avec Zemmour. Et il y a des gens très étonnants qui se tapent dans le dos et qui s'invitent. Enfin, mais ça se fait derrière les caméras. Moi, on lit, moi, comme un livre ouvert. Je ne cache rien. Vous m'invitez, je viens. Bien sûr. Si la France Insoumise, un jour, dans un moment d'égarement, me dit venez débattre avec nous. Mais moi aussi, c'est pareil. Je suis exactement sur cette ligne. Mais j'en étais sûr. Mais simplement, ils ne m'invitent pas. Ouais. Ne m'invitent pas. Donc la question ne se pose pas, mais j'irai, à condition qu'ils assurent un peu ma sécurité, parce que si j'étais au premier rang chez Zemmour, c'est que le service de sécurité, sachant que j'étais le copain du patron, il voulait vraiment rien qui m'arrive. C'était un peu tendu. Il y a eu 2 bagarres quand même à l'intérieur, il y avait énormément de tensions à l'extérieur. Voilà. Dernière question, justement, on parle de cette époque. Est-ce que vous la regrettez, cette époque Zemmour-Nolot ? Ce duo que vous faisiez audiovisuel qui était... Qui a survécu, qui s'est déplacé dans plein d'émissions. Oui et non, c'est-à-dire que quand on n'est pas couché, c'est arrêté. Pour moi, ce qui vous prouve que je ne serai jamais un homme de télévision au sens plein, c'est que pour moi, c'était fini. Je me suis dit, voilà, on a fait 5 ans formidables. C'est vrai que c'était formidable à faire. Parce que tout le monde en parlait. Il y avait très peu de choses. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Il y a plein de débats. Mais enfin, à l'époque, il y avait moins de choses. Et évidemment, il y avait 10 producteurs qui ont eu l'idée de faire une sorte de spin-off, c'est-à-dire de sortir Zemmour et Nolot pour faire une émission. Après, moi, j'ai adoré, on a fait 10 ans Zemmour et Nolot. Moi, j'étais ravi, on se retrouvait. On ne se voyait pas énormément en dehors des plateaux, on a des vies, etc. Donc, d'abord, j'étais content de le retrouver, j'étais content de débattre. Je me suis entraîné contre j'ai eu l'impression de m'entraîner pendant 15 ans contre Federer, quoi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, quand vous faites des débats, vous dites, ça va, c'est pas trop dur. La balle revient un peu moins vite, un peu moins dans l'angle, ça va, quoi. Donc, je regrette ça. Après, ça aurait pu durer encore un peu de temps. Je savais que ça s'arrêterait si Zemmour se lançait dans l'aventure. On en a très souvent parlé ensemble. Je lui disais des choses de bon sens. Je lui disais, écoute, tu sais ce qui t'attend, donc est-ce que tu es sûr ? Je ne prenais pas en compte mon sort personnel que l'émission s'arrête. Je lui dis, est-ce que tu es sûr ? Parce que faut vraiment être sûr, parce que ce qui va te tomber sur la tête, c'est vraiment... D'ailleurs, il est peut-être un peu même encore sous-estimé, parce que voilà. Et puis un jour, vraiment, ça a été le tournant, et moi, il m'a convaincu, et j'ai accepté. Et il m'a dit, je crois que c'était à la fin de... Oui, c'était au mois de juin, il me dit, est-ce que tu m'imagines, pendant la prochaine présidentielle, dans le rôle de commentateur et d'observateur ? Et ça faisait un moment qu'il avait franchi cette ligne. Il n'était plus journaliste, c'était une fiction. C'était devenu un homme politique. D'ailleurs, il avait cette phrase quand même étonnante pour un journaliste, il disait « je ne suis pas là pour poser des questions ». Donc effectivement, c'est déjà... On est passé de l'autre côté. C'est un peu restrictif quand on est journaliste. Bon. Et donc, je lui dis « oui, tu as raison, je pense que ta place est dans la bagarre, dans la compétition, et voilà ». Donc, regret, oui, parce que j'aurais volontiers continué cette émission et mon duo... C'est imaginable que ça reparte, puisque qu'il redevienne éditorialiste, non, c'est plus possible. Parce qu'on sent bien qu'il y a quand même un certain flottement dans sa ligne politique aujourd'hui. Il ne sait pas très bien où se situer, il a été mis KO quand même par Marine Le Pen, dont il pensait où il est. Alors, en même temps, il peut se dire, oui, ils ont ce que met en avant Reconquête, leur nombre d'adhérents qui est, selon eux, stratosphérique, mais... Où va ce mouvement et où va Éric Zemmour aujourd'hui ? Vous en parlez avec lui ? Oui, j'en parle avec lui. Moi, ce que je lui dis, je n'évoquerai pas ce qu'il me répond parce que c'est une conversation privée, mais moi, ce que je lui dis, c'est qu'en effet, la situation est compliquée parce qu'il y a d'une part quand même une grande ferveur. Ils ont énormément d'adhérents et j'ai vu quand même à l'université de Reconquête que c'était vraiment très... Il y avait un rapport à Éric Zemmour lui-même très fort, quoi.
Et même s'il a fait que 7%, ça représente quand même mais quand même. beaucoup de monde. Bon, C'est donc, unique que quelqu'un fasse 6 mois avant, il n'était pas en politique et qu'il arrive à 7% à une élection présidentielle. c'est pas mal. Et Ça, du jamais vu, hein. Oui, enfin, je pense qu'il aurait voulu faire beaucoup plus. Évidemment. Après, je pense que là où ça se complique beaucoup, alors il n'y a pas seulement le problème de Marine Le Pen, Oui. qui en plus a obtenu d'excellents résultats aux législatives. Ouais. Il y a le problème que pendant la campagne, comme c'est lui qui a donné le là pendant un bon moment, tout le monde s'est un peu déporté sur ces thèmes. Donc il y a une droitisation du débat, ce qui fait qu'il est moins original, il est moins tranchant, il est moins transgressif, c'est-à-dire qu'il y a moins une coupure entre moi et les autres. Vous avez vu que les Républicains, si c'est Ciotti qui l'emporte, on est un peu sûr. il avait dit qu'il voterait Zemmour au deuxième tour. Et qu'il avait dit qu'il le prendrait comme Premier ministre s'il était élu, aussi. Oui, donc on est vraiment très le Rassemblement national, même s'il se recentre un peu, ils sont quand même sur certaines thématiques qui sont évidemment. communes, et tout le monde est en train un peu de glisser vers Zemmour parce qu'ils ont essayé de lui coller un peu au train pendant la campagne. Donc ça, c'est une difficulté. Après, je ne sais pas, les prochaines échéances arrivent assez vite. Il y a les européennes, puis il y a une autre présidentielle. Est-ce qu'il voudra refaire un tour ? Est-ce qu'il est comme moi, il se dit, après tout, mes livres... Ça, vous le savez, mais vous ne nous le direz pas, c'est ça ? J'en ai une idée, en tout cas. Mais en effet, je ne vous le dirai pas avant Zemmour, mais j'ai une bonne idée sur la question. Oui. Très bien. Merci, Éric Nolot. Merci à vous. Merci à nos auditeurs, merci, et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité pour le grand entretien d'Omerta. Bonsoir. L'automne a toujours été ma saison préférée, mais je le trouve cette année particulièrement morose et anxiogène. Peut-être est-ce parce que j'ai passé mon temps à faire des recherches sur l'un des thèmes les plus tristement populaires du moment. Ce documentaire est parti de l'intention la plus pure. Je voulais expliquer clairement aux gens ce qui se passe. Je voulais réconcilier les irréconciliables. Fuck les LGBT, fuck. J'étais certaine au fond de moi qu'il serait possible de trouver un terrain d'entente. Comme dans toute guerre, j'espère une armistice. Ce que j'ai trouvé lors de mon enquête est absolument déroutant. Je crois que malgré tout ce que je savais sur le sujet, j'étais très loin d'imaginer ce sur quoi je suis tombée. Et je crois que vous ne l'êtes pas non plus. Ce documentaire n'est pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous devez voir. On dit souvent que si les gens s'opposent à toutes ces avancées, à ce progrès, c'est parce qu'ils sont mal renseignés, qu'ils ne comprennent rien et ne cherchent pas à savoir. Pourtant, il y a 10 ans, je me suis moi-même identifiée à tout ça. J'ai été convaincue par toutes ces promesses et ces utopies. J'ai tant d'amour et d'empathie pour toutes mes sœurs et mes frères qui ont ou sont en train de traverser ces moments difficiles de désespoir, de doute et d'impatience. Cependant, je ne pardonnerai jamais aux gens qui profitent aujourd'hui de la fragilité des miens.